Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Bienvenue dans ce podcast un peu particulier, dans lequel nous fêtons nos 1 an. Alors, joyeux anniversaire à Restez pas plantés là, et à cette occasion, on a voulu vous présenter un peu plus de nous. On va vous dire ce qui nous a motivés à faire ce podcast, notre relation aux plantes et plein d'autres choses. On va se lancer dans une discussion dont on ne sait pas les questions. Alors c'est parti pour cet épisode où on se livre à cœur ouvert. Bonjour Lucia. Bonjour Delphine. Alors pour commencer dans le vif du sujet, Lucia, est-ce que tu peux nous dire qui tu es vraiment ? Alors, qui je suis vraiment ? Je suis Lucia Sylvain Bonfanti et je suis doctorante. Donc, je fais une thèse dans 2 laboratoires. Donc, je fais une thèse interdisciplinaire en biologie et en géographie. Et on travaille toutes les 2 ensemble au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Et j'ai une autre partie de ma thèse, donc la partie plutôt géographie, qui est réalisée au laboratoire dynamique sociale et recomposition des espaces, également à Paris, tous les 2 à l'université Paris-Cité. Donc je fais un doctorat interdisciplinaire entre biologie et géographie. Et je m'intéresse particulièrement aux plantes sensibles. En fait, je m'intéresse à la plante sensible en elle-même, au niveau biologique. Donc je regarde des effets biologiques sur la plante qui caractérisent ou pas la plante sensible, donc sensible à des stress, par exemple. Et je regarde d'un autre côté, il y a une partie plutôt géographie sur la perception qu'ont les chercheurs qui étudient ou pas les plantes sur une plante sensible. Quel type de terminologie on peut utiliser pour les qualifier ? Quels sont les freins ? Voilà sur quoi je travaille. Et je travaille sous la co-direction de François Bouteau et d'Étienne Grésion, 2 personnes que tu connais très bien, qu'on a interviewées la première et la 2e fois, je crois. Ouais, 2 épisodes dédiés à tes 2 directeurs de thèse. Exactement. Et toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors moi, c'est Delphine Bonin, Arbelé de mon nom de jeune fille, oui. Parce que je signe mes articles scientifiques avec mes 2 noms. Je suis ingénieure d'études en biologie végétale à l'université Paris-Cité et aussi au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Oui. Dans l'équipe stress environnementaux et plantes, la même équipe que la tienne et qui effectivement dirigée par François Bouteau. Et moi, je travaille particulièrement sur les réponses des plantes, les réponses physiologiques, biologiques des plantes à des stress environnementaux qui peuvent être des stress thermiques, des stress salins. Moi, j'ai fait une thèse sur une plante qui résiste au stress salin, enfin des concentrations en sel élevées, mais ça peut être aussi d'autres stimuli environnementaux. Ok, oui, je vois très bien. Je vois très bien parce que je suis dans la même équipe. Ça commence bien cet épisode. Mais alors moi, ça m'intéresse. Tu parles de thèse interdisciplinaire et je suis curieuse de savoir déjà, premièrement, si tu avais imaginé faire une thèse, dans un premier temps, et comment t'en es arrivé à faire une thèse interdisciplinaire, du coup ? Alors en fait, moi je savais depuis la L1, donc la première année après le bac, que je voulais faire une thèse. Mais j'avais juste pas trouvé la discipline et le sujet. Pourquoi tu voulais faire une thèse ? J'avais envie de la recherche, de travailler dans un laboratoire. Je sais pas, c'était pas hyper concret parce que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait exactement, mais j'avais quelques idées. J'aimais la fac, j'avais envie de poursuivre dans cet univers-là. Et donc je savais que j'avais envie de faire une thèse, que ça me plairait. Et donc finalement j'ai commencé par une licence de psychologie à Aix-en-Provence, à l'université d'Aix-Marseille. Et la psychologie, en 3e année, ça me suffisait pas. Enfin, j'avais envie de faire autre chose et j'avais plutôt envie de me diriger vers des sciences plus exactes, pas plus exactes, mais plus expérimentales. Plus expérimentales. Même si la psychologie, c'est très expérimental.
Mais j'avais plus envie, en fait, finalement, de me diriger vers la biologie. Et donc, il y avait des cours de neurosciences qui étaient un petit peu proposés à l'université dans mon parcours. Et j'ai beaucoup aimé. Et en discutant avec mon prof de stats, il m'a dit qu'il y avait une passerelle à Marseille. Et il m'a dit, vas-y, essaye, et puis tu verras bien si t'es prise. Et donc, j'ai candidaté et j'ai été prise au master de neurosciences de l'université d'Aix-Marseille. Sauf que je suis arrivée dans un espèce de flux où j'ai commencé en septembre, mais moi, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait vraiment de la biologie pure et dure. Alors que tous les autres avaient fait une licence de bio. On n'était pas beaucoup à venir de psycho. Et c'était très difficile pour nous tous, je crois. Et donc, on était rentrés dans un tunnel où moi, j'ai travaillé énormément pour me mettre à jour. Enfin, j'étais en train de retravailler. Je regardais des vidéos de l'aide au bac sur le potentiel d'action, donc en SVT. Potentiel d'action, c'est ce message électrique qui se propage de cellule en cellule. La veille des partiels, quand même. Bon, ça, c'était plus du stress. Mais tu vois, je me sentais tellement pas à l'aise. De reprendre les bases. Exactement. Et au final, je suis arrivée à la fin de la première année, donc il y avait un stage. J'ai fait mon stage, et c'était 1 mois avec une doctorante qui travaillait dans un laboratoire de Marseille, mais qui étudiait sur les rats. Et moi, j'ai découvert ce que c'était d'étudier sur les rats, de manière expérimentale. Parce que là, c'était que des cours théoriques que j'avais jusqu'à présent. Oui. Et ça m'a pas vraiment plu. Parce que moi, je tombe dans les pommes, en fait, quand je vois trop de sang ou des mises à mort. Et là, je pouvais pas. Donc, je me suis dit, mais attends, tu vas faire un stage l'année prochaine de 6 mois de master. Tu peux pas le faire. Tu pourras pas manipuler des animaux. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai fini mon stage. Ça s'est bien passé au final parce que j'ai travaillé sur des cultures cellulaires. Mais ça me convenait quand même pas. C'était pas un sujet qui m'avait énormément plu. Et je cherchais quelque chose pour pouvoir faire mon stage de M2. Et je suis tombée sur François Bouteau qui faisait des conférences sur la neurobiologie végétale. Donc un concept qui utilise les méthodes des neurosciences sur les végétaux. Et donc je me suis dit, mais c'est super parce qu'il n'y a pas de raison en fait que dans mon master, ils disent non à cette proposition de stage. Et c'est comme ça que je vous ai contacté, que après beaucoup d'insistance, j'ai réussi à rentrer dans l'équipe. Pas beaucoup, peut-être 2 mails. Ouais. Avec plaisir. Et voilà. Et c'est là que tout a commencé. Et donc c'est là que t'es passée aux plantes finalement, alors que c'est pas vraiment... Et c'est à ce moment-là que je suis passée aux plantes. Voilà. Mais en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée plus tard, donc 1 an plus tard, à démarrer une thèse en biologie et en géographie. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'elle fait là, la géographie là? Et finalement... En fait, quand j'ai fait mon oral de Master 2, j'ai été très très mal reçue par la communauté, le jury de neuroscientifiques qui m'a examinée en fait. Donc c'était un oral d'une demi-heure avec 10 minutes de questions, je crois. Et ils ont très très mal pris le fait que j'étudie les effets des anesthésiques sur des modèles végétaux. Et ils ont super mal pris ça. Et je me souviens, je t'ai appelée peu de temps après. Et en discutant avec François, en fait, le problème de la perception, elle est rapidement venue. Et il y a une grande controverse en neurobiologie végétale parce que... Là, tu parles de la perception des chercheurs sur les plantes. Et en particulier la neurobiologie végétale. Exactement. Sur le fait d'attribuer des mots qui collent aux humains sur des plantes. Et tous des concepts qui vont avec la neurobiologie végétale, c'est un concept très enrichi et très sujet à controverse. Et en fait, on s'est beaucoup posé la question sur pourquoi cette animosité, pourquoi cette grande controverse. Et en fait, de là est parti le sujet en géographie. Tout en continuant les recherches qu'on avait déjà amorcées en biologie, en fait, on a rajouté un pan qui s'occupe de la perception des chercheurs sur la sensibilité. C'est quoi les freins? D'où elle vient, cette controverse? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'une plante est intelligente? Qu'est-ce qui fait qu'on peut le dire à tout titre? Parce que moi, j'ai pas vraiment d'idée sur la question. Je prône rien, en fait. J'étudie ce que les gens en pensent. Oui, tu essaies de comprendre les ressorts culturels qu'ils font, ou exactement. Culturels, mais aussi en termes de sciences, d'études. Exactement. Et c'est à cette occasion-là que je suis partie, par exemple, au Japon, pour justement voir
faire notre épisode sur le voyage au Japon. Exactement. Et les plantes qui est sorti il y a quelques mois. Exactement. Et du coup, voilà, c'est là, c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui, avec vous dans l'équipe, en biologie, en géographie. Et c'est là qu'elle s'illumine et qu'elle s'est révélée. Comme si le chemin était tracé. Tout a toujours été tracé. Et on est très heureux et heureuse, parce que je parle pour moi aussi, de t'avoir dans l'équipe. C'est un plaisir d'être dans l'équipe. Moi, j'adore. Enfin, je me sens chanceuse d'être là. Et puis, il y a une émulation intellectuelle, des tas de projets qui se sont mis en place, comme ce podcast, parce que Lucia est là avec moi. Oui, enfin après, tout y est aussi pour beaucoup. Hein. Et justement, moi, j'aimerais qu'on parle un peu de toi aussi, parce que là, j'ai l'impression que ça fait un bon moment que je parle. Mais après, c'était un long parcours, donc non, je... Mais qui n'était pas un chemin tout tracé. Qui donc n'était c'est loin ça qui est d'être un intéressant. chemin tout tracé. Parce que c'est vrai que donc, pour revenir à quand je suis arrivée dans l'équipe, c'est toi qui m'as tout appris ce que je sais sur les plantes. Enfin, du coup, j'ai un peu bossé ma bibliographie, mais au niveau de tout ce qui est expérimentation, tu m'as tout expliqué de long en large en travers. Parce que c'est mon métier. Oui, exactement. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Et j'aimerais surtout qu'on commence par ta relation aux plantes. En fait, c'est vraiment très bizarre, si on peut appeler, cette relation aux plantes, parce que moi, j'ai toujours l'impression que ça fait partie de ma personnalité. Je me sens pas une passionnée, je suis pas une passionnée dans l'âme de quoi que ce soit, en fait. Et pourtant, ça a été un fil rouge dans ma vie. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trouvé ça beau. Et ça m'a toujours intéressée. Je sais pas, il y avait quelque chose... j'avais des grands-parents qui étaient très proches de la nature et des plantes. J'avais un grand-père jardinier, ma grand-mère qui me montrait les plantes sauvages quand on faisait les balades, qui me donnait leur nom. Et bon, c'est resté. Et donc en fait, j'ai toujours ça en moi. Et même maintenant, je ne saurais pas trop définir, en fait... la relation que j'ai, enfin la relation, si on peut appeler ça une relation, mais ça fait partie de moi en fait. J'ai besoin de plantes autour de moi. Dès petite, t'étais une graine de botaniste. J'étais une graine de botaniste, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein. Ouais. C'est bien, c'est un petit jeu de mots rapport aux graines de botaniste. Tout à fait. Rapport à la graine en fait. Rapport à la graine. Ouais. Pour faire l'épisode d'Ayat Bouto. Tout à fait. Tout a un lien. Et donc, petite, c'est vrai que moi, je voulais faire botaniste, t'as raison. Sauf que botaniste, dans ma tête, c'était voyager. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un botaniste ? Après, on peut trouver la définition qu'on veut. Mais botaniste, pour moi, c'était un voyageur, une voyageuse qui allait explorer le monde, trouver des nouvelles plantes, des nouvelles variétés de plantes, enfin, des nouvelles espèces. Et donc, je me sentais pas de voyager, de partir loin de ma famille. Enfin, je me sentais pas la force. Donc... moi, je me suis dit, je peux pas être botaniste. Et par contre, je voulais faire des études supérieures. Donc après mon bac scientifique, j'ai choisi une université qui faisait à la fois de la biologie et de la géologie. Et sur Paris, en fait, je voulais être dans une université parisienne. Parce que moi, j'habitais en Île-de-France. Et donc, j'aurais pu aller dans une université d'Île-de-France, mais périphérie, quoi, pas forcément parisienne. Et j'ai suivi une licence qui était plutôt généraliste. Géologie, biologie. Et à un moment donné, j'ai hésité. Parce que moi, c'était soit biologie végétale, soit géologie, en fait. Okay. J'aime beaucoup les minéraux, la pétrologie, la vulcanologie. Et j'aime beaucoup la biologie végétale. Mais ça m'est jamais venu à l'idée de faire de la biologie animale. Okay. Pourtant, quand j'entends les gens en parler, ça peut m'intéresser. Mais vraiment, j'avais pas du tout envie d'étudier ça. Bon, j'ai choisi quand même la biologie végétale, mais là, plus côté physiologie, du coup, du fonctionnement de la plante. Ok, oui, pas de l'encyclopédie, pas de l'encyclopédique, enfin je veux dire, pas par rapport au côté que tu avais dit quand tu étais petite. Pas le côté botaniste, naturaliste, c'est ça. Ou herbier, non, c'est pas systématique, c'est-à-dire classification végétale en fait, non, c'était pas ça, c'était plus fonctionnement cellulaire et de l'organisme plante en fait. Et ça répondait à des questions que tu te posais ou pas du tout ? Honnêtement, pas vraiment en fait.
J'étais contente de comprendre comment ça fonctionnait, mais on peut imaginer que je me suis dit que j'aimais les plantes et que je voulais décrypter comment fonctionnait, pourquoi tel vaisseau, pourquoi elles étaient vertes et tout ça. En fait, oui, ça m'intéressait, j'étais contente de l'apprendre et je lisais là-dessus. Mais comme je te dis, j'ai jamais été animée par une flamme de passion. Donc, j'ai engrangé des connaissances, ça me plaît, je suis contente de le savoir. Surtout que après, dans mon parcours, j'ai découvert encore plus de choses intéressantes sur les plantes. Et ça, c'est enrichissant. Mais ouais, c'est difficile. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est compliqué à expliquer pour moi. Et oui, et puis j'imagine que les réponses sont venues enfin, les questions et les réponses sont venues en même temps, vu que tu as fait un master. Donc du coup, oui, j'ai fait un master physiologie intégrative, donc spécialisé dans le végétal. Et je voulais pas faire de recherche, moi, contrairement à toi. Je voulais pas faire de thèse non plus. Déjà, dans un premier temps, parce que j'avais du mal à percevoir la portée de ce que c'était que la recherche. Et j'avais peur de m'ennuyer un peu, de faire toujours un peu la même chose. Et puis, je me sentais pas capable non plus de faire une thèse. Honnêtement, pour moi, ça me semblait compliqué, il fallait beaucoup d'investissement. Donc, je voulais plutôt faire de la communication scientifique, vulgarisation. J'ai fait mon stage de M2 au Jardin botanique de la ville de Paris. Voilà, je voulais faire de la communication sur les plantes, vulgarisation scientifique. Ça m'intéressait. Parce que je voulais vraiment diffuser, en fait, ce que je savais et les connaissances qu'on pouvait avoir sur les plantes. Donc, ça, pour le coup, c'est aussi assez vieux finalement, ça date de 2010. Et donc j'ai eu ce master-là, j'ai fait ce stage-là, mais après j'ai pas trouvé de travail dans ce domaine. Mais il fallait que je travaille quand même. Et comme je voulais pas faire de recherche, j'ai pas cherché dans les laboratoires. Oui, tu m'étonnes. Et j'ai trouvé un travail en jardinerie où j'ai travaillé 2 ans en CDI. Et moi, je m'étais dit, à force, voilà, je vais proposer mes compétences au niveau du siège plutôt de cette jardinerie-là, qui était pas loin de chez moi. Bon, il s'est avéré que ça n'a pas été le cas et donc j'ai décidé de partir. Et là, je me suis tournée vers ce que je savais faire, là où j'avais été formée. Donc j'ai postulé dans des laboratoires de recherche. Et j'ai été prise. Là où je suis actuellement et là où tu es avec nous maintenant. Et 1 an après, j'ai passé le concours pour être assistante ingénieure et je l'ai eu. Ce qui fait que je suis fonctionnaire titulaire dans cette équipe-là et à l'université Paris-Cité. Après, il s'est révélé que la recherche, ça m'intéresse finalement beaucoup, que c'est hyper varié. En plus, je tombais dans une équipe... hyper stimulante en fait. Oui, avec beaucoup d'émulsions. C'est ça. Énormément de projets, énormément d'idées, des choses un peu moins classiques. Et t'as fait ce que tu ne voulais pas faire au début. Et j'ai fait une thèse. Et t'as fait une thèse. Une fois que j'étais bien sûre que je pourrais y arriver. Que je me suis dit, non mais attends, cette personne-là, elle a fait une thèse, celle-là aussi. Moi aussi, je vais y arriver et je vais le faire. Mais c'est surtout que de ce que tu m'avais dit, ça je m'en souviendrai, tu m'as dit, il y avait des gens qui sont venus dans l'équipe qui ont fait des thèses et souvent c'était moi qui les corrigeais. Mais ouais, je relisais les manuscrits, j'avais fait aussi quelques manips avec ces personnes. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait une thèse quoi. Oui, déjà, je vais faire la mienne. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai eu cette opportunité-là et maintenant, je suis docteur en biologie. Donc ça, c'est cool. Et j'en suis super fière. Et j'ai fait du coup tout ce chemin-là et ça continue encore parce qu'on apprend tous les jours et c'est ça la richesse de ce métier-là. Ça c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Quand j'ai dit à une personne de la famille que je citerai pas, mais qui se reconnaîtra quand elle écoutera, mais c'est pas le but de la citer non plus. Quand j'ai dit que je voulais faire de la recherche, elle m'a dit pour moi ça me saoulerait de chercher un truc tout le temps sans jamais le trouver. Voilà. Je dis d'accord, merci. Non, c'est pas ça la recherche. Non, c'est pas ça la recherche. Et toi, du coup, maintenant que donc t'es docteur, que t'es dans l'équipe depuis une dizaine d'années, voire même plus, il y a plein de sujets sur lesquels tu travailles en ce moment qui sont passionnants. Est-ce que tu pourrais nous le dire ? Alors, on a énormément de projets dans l'équipe et donc je te laisserai parler du tien. Oui, ok. On a un projet qu'on mène en collaboration avec une autre équipe du laboratoire, qui est une équipe de physiciens, principalement, qui travaille sur l'effet d'îlot de chaleur urbain. Comment diminuer cet effet-là ? Donc, l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est le fait que, en temps de canicule, quand il fait très chaud, la température
dans les villes augmente fortement, mais elle diminue pas la nuit parce que les bâtiments emmagasinent la chaleur. Ouais. Et donc, on a un effet d'îlot de chaleur la nuit, comme ça, urbain, donc lié à la ville. Nous, on mène des projets en collaboration avec eux parce que les plantes sont utilisées pour réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain, parce qu'elles créent, par évapotranspiration, un effet de rafraîchissement. Donc, c'est plus pour le confort des usagers, un effet de rafraîchissement. Sauf que ces plantes-là, en fait, elles subissent aussi l'îlot de chaleur urbain. Complètement. Et quand il n'y a pas beaucoup d'eau, elles ne peuvent pas évapotranspirer. C'est-à-dire qu'évapotranspirer, en fait, c'est la combinaison de la transpiration, la même que la nôtre, et de l'évaporation. Donc, les plantes vont absorber de l'eau par les racines qu'elles vont transpirer par les feuilles. Donc, c'est ça l'effet d'évapotranspiration. Ok. Et donc, elles ont besoin d'eau pour ça, mais quand il fait très chaud, et qu'il y a des effets de sécheresse, donc les plantes subissent en fait ces effets de stress. Donc, nous, on étudie les réponses physiologiques de ces plantes-là à ces stress-là, et on regarde comment on peut pallier, on peut optimiser finalement l'utilisation de ces plantes-là pour réduire cet îlot de chaleur urbain. Tout en considérant que la plante est un individu, donc elle ressent ses stress, elle est sensible à ces stress-là, oui, bien sûr. Et elle est actrice de la manière dont le paysage va être aménagé et dont elle va façonner la ville. Et en fait, c'est elle aussi qui va permettre ou pas cet effet de refroidissement. Oui, ce n'est plus un objet passif, c'est plus un être vivant passif, c'est un être vivant actif. Voilà, on travaille aussi beaucoup sur ces questions-là et là dans des axes plutôt interdisciplinaires, sciences humaines et sociales et biologie, où on va parler de plantes actrices qui vont être, comme tu le dis, active dans, soit dans la façon d'aménager les paysages. Voilà, c'est pas forcément l'homme qui va utiliser la plante, comme tu dis, comme objet, mais la plante va aussi jouer un rôle. Et donc voilà, on a ce versant-là, biologie, impact des stress sur les plantes, et un versant qui est plus interdisciplinaire, SHS, avec le côté plante actrice, en ville en particulier. Et j'ai aussi d'autres projets où là, je m'intéresse plus au mouvement des plantes. Comment les plantes vont bouger en fonction des alternances jour-nuit et justement des stress climatiques qui peuvent avoir lieu. Et quelle va être... Parce que, oui, alors c'est complètement flou ce que je dis, mais complètement moi, pas structuré. Peut-être parce que Il se trouve que dans cette équipe-là, il y a un historique d'expertise en électrophysiologie végétale, ce qu'on utilise comme en fait en neurosciences. Voilà. Exactement, pour mesurer les courants électriques. Donc les courants électriques, les potentiels d'action, donc les mesures électriques qui circulent dans la plante ou dans les cellules, qui sont liées à des ouvertures de canaux, qui sont des petits pores qu'on a au niveau des cellules, qui s'ouvrent et qui se ferment et qui créent comme ça des signaux électriques de proche en proche. Et cette expertise-là, on l'utilise nous maintenant plus aussi sur plante entière, et on va mesurer les signaux électriques qui circulent dans la plante en réponse à des stress environnementaux. Donc voilà, on a tout un panel de projets qui sont de la collecte de données de réponses physiologiques des plantes, de l'électrophysiologie en passant par le mouvement chez les plantes, et ça en collaboration avec différentes équipes qui peuvent être de disciplines différentes. Et il se trouve que quand on analyse les mouvements, donc là on utilise le haricot, enfin on observe les mouvements chez le haricot. Les feuilles de haricot, elles ont des nasties, c'est-à-dire des mouvements qui ne sont pas orientés par rapport à un stimulus. Stimulus, ouais. Voilà, pas dirigés vers. Et les feuilles se referment et se déplient comme une sorte de papillon là, qui va ouvrir ses feuilles, enfin qui va mettre les feuilles à l'horizontale quand il fait jour et qui les referme vers le bas la nuit. Et ça, c'est ce mouvement-là qui s'appelle nasty. Qui est trop beau à voir dans les vidéos, franchement. Il y a plein de vidéos time-lapse que tu as prises, moi j'adore. Oui, donc on a une captation vidéo, c'est ça, où en accéléré, on peut voir ces mouvements-là qui sont liés à l'alternance jour-nuit, mais qui sont aussi liés en fait à l'humidité de l'air, à la température et tous ces paramètres-là qu'on mesure. Et cette étude-là, donc, on l'a fait effectivement dans le cadre de l'étude des îlots de chaleur urbain, donc stress climatique, mais on la mixte aussi avec une de tes thématiques à toi. Oui.
Qui est l'anesthésie. Qui est l'anesthésie. Ouais. L'idée, c'est d'observer si les nasties sont toujours présentes, alors même qu'on a anesthésié des plantes. Exactement. Ça veut dire qu'on a anesthésié des plantes quand même. Oui, on a anesthésie des plantes et ça fait un paquet de temps que la communauté scientifique s'y intéresse. Et toi, du coup, t'as anesthésié Et moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça, du coup, tout mon M2, mon stage de M2. J'ai étudié les effets d'un anesthésique qui s'appelle la lidocaïne, qui est un anesthésique très connu qu'on utilise pour les animaux. Les pastilles pour la gorge en ont souvent. Oui, exactement. Et donc, j'ai étudié ces effets sur des cellules de riz. Donc, j'ai pratiqué sur des cultures cellulaires qui viennent du riz et sur des plantes entières. Donc, j'ai travaillé sur le tabac. Et j'ai regardé l'effet des anesthésiques sur ces cultures cellulaires et sur ce modèle végétal de tabac. Et en fait, c'est un sujet qui est super intéressant parce que il est très d'actualité dans la communauté scientifique. On ne sait pas pourquoi l'anesthésie dans le vivant, par exemple. C'est une question essentielle. Enfin, tout le vivant est anesthésiable, mais on ne sait pas pourquoi. C'est passionnant, ça, c'est un sujet comme que j'aime champ de beaucoup. recherche. Oui, je suis d'accord. Et donc, moi, j'ai travaillé sur certains des effets des anesthésiques sur des plantes. D'accord. Voilà, dont les nasties. Parce que comme chez nous, ça fait 150 ans que c'est utilisé dans la médecine, l'anesthésie générale et l'anesthésie locale, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui sous-tend les mécanismes d'action. Donc on sait que ça bloque des canaux ioniques, on sait quels canaux ioniques ça bloque, mais pas tous. Ça a un effet tellement large qu'on ne sait pas exactement, on ne peut pas dire ce que ça fait exactement dans le corps. Les canaux ioniques, c'est les pores dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans les cellules. Exactement. Et donc c'est un sujet qui est super intéressant. Mais alors moi, il y a une question qui me vient là, c'est quel est l'équilibre, quel est le lien entre les manips que tu vas faire en biologie, qui en fait pourraient faire l'objet d'une thèse en biologie seule, et la partie de recherche que tu mènes en géographie. Quel est le lien entre les deux ? Quel est l'intérêt de l'un pour l'autre ? En fait, les deux sont complémentaires constamment. Le fait de travailler en biologie et d'être biologiste me permet d'être géographe, me permet de poser des questions en étant dans le débat. Donc en fait, je vois comment ça se passe, je réalise des recherches sur des modèles, je vois comment ça se passe dans la communauté scientifique, notamment cette controverse dont je parle. À l'issue de l'avoir étudiée, j'ai établi un questionnaire pour pouvoir interroger d'autres chercheurs, mais en connaissance de cause. Donc j'arrive à m'adresser aux biologistes en tant que géographe. Parce que je suis biologiste aussi. Et après, il y a énormément de choses diverses que je fais dans le versant géographie, donc je réalise aussi des entretiens. Mais c'est pareil, la grille d'évaluation, enfin la grille d'entretien, j'ai pu la réaliser parce que je faisais cette part en biologie. En fait, c'est complémentaire. Et ça a démarré dès le début. En fait, j'ai pas fait l'un puis l'autre. Depuis le début, je fais l'un et l'autre. Voilà, au quotidien, tu gères ton temps pour pouvoir faire et des manips de biologie, les analyser, etc., les interpréter. Exactement. Et faire toute la partie sciences humaines et sociales, géographie, exactement. Établissement de questionnaires, interview. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et c'est très enrichissant. Et du coup, des fois, quand je galère sur les deux. C'est pas comme ça normalement. Normalement, tu galères sur un truc, tu te dis bon ok, je vais passer à l'autre. Non, mais ce qui est bien, c'est que des fois, ça résout pas mal de soucis aussi de passer de l'un à l'autre parce que, en fait, ça fait prendre un pas de côté. Ça fait, je suis moins dans une bulle focus sur quelque chose qui ne fonctionne pas et donc des fois, ça fonctionne. Hein. Des fois, ça fonctionne, évidemment. Ça fonctionne même la plupart du temps. C'est pas vrai. Ça fonctionne quand même pas souvent, mais des fois, ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, mais même quand ça fonctionne, en fait. Même quand ça fonctionne et que j'arrive à avoir des super manips avec des super résultats, le fait d'avoir ces deux disciplines permet d'avoir un regard plus étendu.
et de me poser des questions que je me serais pas posées, par exemple, si j'avais fait une thèse que en biologie ou que en géographie. Et j'adore cette complémentarité. Je dis ma thèse, mais c'est évidemment un travail d'équipe. Il y a beaucoup de choses que je fais grâce à l'équipe. Toutes les manips, les constructions de grilles d'entretien, tu fais jamais tout seul, en fait, dans la recherche. Oui, complètement. Moi, j'aurais bien aimé savoir, est-ce que ta relation aux plantes, elle a évolué ? Avec le parcours dont tu viens de nous parler, là, le fait que maintenant tu travailles sur les plantes, est-ce qu'il y a eu un changement ou pas ? Oui, il y a eu un changement. Après, moi, j'aimais déjà beaucoup me trimballer en forêt. Balader en forêt, cueillir les champignons, regarder les fleurs, contempler. J'aimais quand même vachement ça depuis que je suis petite. Et en fait, le travail que je fais et que tout ce que j'ai pu apprendre a fait que j'ai changé ma perception parce que maintenant, j'y porte beaucoup plus attention. Et j'aperçois les mécanismes qu'il y a derrière chaque chose quand je regarde une plante, par exemple. Ce qui fait que je la perçois comme étant actrice de son environnement et pas passive, et ça change tout. Et c'est un peu, on en discute de temps en temps, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec ce podcast, c'est d'expliquer que, avec de nombreuses recherches, en fait, on montre que ça vit, quoi. C'est vivant et que c'est acteur. On peut avoir une perception différente des plantes. Exactement. Et justement, en parlant de médiation scientifique, en fait, c'est toi qui as commencé la médiation scientifique et t'en fais depuis quand même pas mal de temps maintenant. J'en faisais un petit peu de temps en temps, effectivement. Oui. C'était pas aussi actif que maintenant. Maintenant, on est quand même actif. Hein. Ouais. On est en train de développer ça à fond, mais... Et j'aimerais savoir ce qui te motive à faire ça. En fait, en premier lieu, j'aimerais que les gens puissent voir, c'est un peu idiot, mais puissent voir les plantes comme moi je les vois. Je l'ai expliqué, je les vois pas comme un truc extraordinaire. Je suis pas là à me dire waouh, je veux dire, il y a pas des murs de plantes chez moi, mais développer une forme de respect aux plantes et comprendre qu'il y a tout ce que tu as cité là, c'est-à-dire des mécanismes, une diversité d'espèces, une diversité de réactions, de potentialités, de sensibilité. Et pour moi, c'est essentiel pour respecter, en fait, se respecter les uns les autres et respecter la nature qui nous entoure. Et ça passe par ça. Ça passe par la connaissance, par comprendre qui est l'autre. Bon, moi, il se trouve que c'est les plantes qui m'intéressent, mais la vulgarisation en général, c'est ça l'intérêt aussi. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Et justement, on parle souvent de laboratoire. Dans notre laboratoire, il y a plusieurs équipes. Donc, nous, on travaille en biologie, mais il y a aussi des équipes de physiciens, de sciences humaines et sociales. Et il y a d'autres laboratoires. Donc, en fait, chaque université a des laboratoires de recherche. Et les laboratoires de recherche, ce ne sont pas les labos d'analyse qu'on peut voir dans la rue. Ah, toi, tu parles de laboratoire d'analyse médicale ? Oui. Mais parce que souvent, les gens, quand je dis que je travaille dans un laboratoire, c'est ça qu'ils pensent. Mais c'est vrai que moi, en fait, c'est ça aussi que j'aurais pensé si j'avais pas été dans la recherche. Donc déjà, rien que ça crée un gap immense. En fait, le labo il y a des laboratoires de géographie, par exemple. Oui, en fait, laboratoire, la racine, labor, ça veut dire travail. Donc laboratoire, c'est un endroit où on travaille. Ah oui, j'adore. Donc voilà, un endroit où on travaille, on fait des recherches, on manipule, c'est du travail en fait. Voilà. Oui, et donc du coup, nous on travaille dans des laboratoires de recherche qui ne sont pas des laboratoires d'analyse médicale. On porte des blouses blanches parce qu'on est biologiste, mais les géographes ou les historiens ou même les physiciens ne portent pas de blouses blanches parce qu'ils ne manipulent pas, par exemple. Donc ils ont des bureaux. Nous, on a dans le laboratoire un laboratoire où on fait des expériences. Comment ça se passe ? Exactement. Ça dépend énormément de la discipline, comme tu dis en plus. C'est vrai. Complètement, parce qu'il y a des laboratoires où il n'y a que des bureaux. Tout à fait. En fait, nous, à notre étage, au LID, donc notre laboratoire principal, notre entité dans laquelle on travaille, il y a des équipes qui ont des pièces de manipulation, les biologistes, les physiciens. Il y a des équipes qui n'ont pas de pièces de manipulation, qui ont un bureau, parce que ce sont des théoriciens ou ce sont des, comme tu dis, des sciences humaines et sociales, donc des géographes ou des historiens ou des historiennes. Donc, en fait, on a de tout, effectivement, dans ce labo. Ce qui donne un aperçu de ce qui peut se faire dans la recherche en général. Oui.
Oui, tout à fait. Après, il y a d'autres terrains de jeu aussi, enfin terrains d'études. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un laboratoire, donc des salles dans le terme salle de manipulation, pour travailler. Ça peut être justement la ville, justement énormément de sujets qui sont divers et qui ne nécessitent pas une salle de manipulation. Et justement, je voulais te demander ton quotidien au labo. Alors, en fait, ça dépend des individus et des fonctions de chacun, des missions de chacun. En tant qu'ingénieur d'études, moi, je suis censée mettre au point des manips pour obtenir des résultats et pour venir appuyer techniquement des recherches et des projets de recherche. Des hypothèses. On teste des hypothèses. Et on les vérifie, on voit si oui, si non, et puis ça donne d'autres idées. Non, là, il faudrait faire cette manip-là pour complémenter. Donc moi, mon travail au quotidien, c'est de mettre au point des protocoles qui vont répondre à une question qu'on se pose. Et est-ce que tu aimes ça, faire des manipulations ? Tu travailles sur des plantes entières, tu travailles sur des cultures cellulaires ? J'ai beaucoup travaillé sur culture cellulaire. Ça fait quelques années que je travaille aussi sur plantes entières maintenant. En ce moment, je fais moins de manipulation parce que je fais aussi toute une partie bioinformatique. Donc, c'est-à-dire que là, je vais faire des manipulations de données informatiques en biologie qui vont être obtenues par des machines qui vont nous donner de grosses données de biologie. Ça peut être des données de gènes, génomiques, des données d'ARN, transcriptomiques. Voilà. Et donc ça, on le fait sur un ordinateur pour traiter ces résultats-là. Mais avant, tu as toute une partie de création de l'échantillon. Là, tu manipules la plante et tu donnes ton échantillon. Moi, j'aime bien manipuler. Et j'aime encore plus quand ça donne quelque chose où j'ai vraiment l'impression d'avoir mis au jour quelque chose d'intéressant, enfin, quelque chose qui décrit un phénomène. Et ça, c'est vrai que j'aime bien. Oui, je suis d'accord, c'est très satisfaisant. Même de voir ce qui est en train de se passer dans une cellule. On a des outils qui permettent de voir pas tout ce qui est en train de se passer, mais on met quelque chose, donc on procure un stress et on voit à cet endroit-là ce qui est en train de se passer. J'adore ça. C'est voir l'invisible un peu. Un petit peu, ouais, au niveau cellulaire. Bah oui, ouais. En fait, on voit quelque chose qui d'habitude est complètement invisible à nos yeux, à notre échelle, j'entends. Oui, grâce à des outils. Exactement, ça j'adore. Donc parmi toutes les activités que tu fais durant ta thèse, là, c'est quand même très chargé parce que finalement, tu as 2 versants déjà, bio, géo, c'est quand même je trouve assez varié et parfois peut-être compliqué à jongler. Mais en plus, tu t'es lancé dans l'aventure du podcast avec moi et aussi on fait pas mal d'interventions de médiation scientifique. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et déjà dans un premier temps à faire ce podcast Restez pas plantés là. Alors le podcast, du coup quand t'es venu me trouver et que tu m'as dit que t'allais faire ça et que tu m'as proposé de le faire avec toi, au début je me suis pas sentie forcément capable parce que comme je viens d'un parcours qui n'est pas végétal, je me disais qu'est-ce que je veux dire moi, qu'est-ce que c'est ma crédibilité. Et en fait je trouve qu'on a trouvé une super routine qui est très complémentaire parce que c'est vrai que toi tu es biologiste de tout, de savoir, j'entends, j'arrive pas à m'exprimer, mais tu connais. Je suis formée, je suis exactement biologiste de formation. Moi, j'ai moins de connaissances. Je fais beaucoup de manip de biologiste, mais j'ai moins de connaissances sur une plante, physiologiquement parlant, ses réponses physiologiques, tout ça. Mais je trouve que donc j'ai plus de connaissances au niveau sciences humaines et sociales. Et nos 2 regards sur un même sujet, et je trouve que ça apporte et je suis très contente de le faire. Et j'aime beaucoup parce que même ça, c'est au fil du temps, le long de ma thèse, parce que là je suis à ma 2e année, je trouve que ça m'a beaucoup apporté, la diversité des sujets qu'on a traités, le fait qu'on arrive à faire passer des messages que les gens retiennent. Oui, de ce qu'on m'a dit. Bon, après c'était que ma mère. Bisous maman. Mais je trouve que, et ça motive, et c'est enrichissant, et en fait, on va vers un endroit où
où j'avais envie d'aller, parce que la vulgarisation scientifique, la médiation scientifique, c'est quelque chose que je trouve important. C'est quelque chose que... Parce que, en fait, ça s'applique à la vie de tous les jours. C'est des petites informations, c'est avoir accès à une connaissance qui peut que ouvrir les yeux, qui fait que vivre et développer cette notion d'interdépendance aussi, dont on parle de temps en temps dans les podcasts. Et je trouve que tout ça, c'est motivant. Puis c'est s'entraîner aussi quelque part. On fait des conférences toutes les deux. C'est du stress, mais c'est de l'entraînement. Et c'est de la satisfaction. Je sais pas. Je trouve que tout se passe tellement bien que j'ai plaisir à le faire au quotidien. Et c'est chouette. Et j'espère que c'est ça aussi qui ressort un peu de cette interview. Bah, j'espère. Ouais. De montrer, c'est vrai qu'on a trouvé un équilibre, en fait, finalement. Et d'ailleurs, c'est assez fluide. Parce que, comme tu dis, chacune, on apporte un regard différent qui est complémentaire. Et souvent, on est d'accord, en fait, sur des tas de questions. Et sans forcément se forcer. Ça, c'est agréable. Ouais. Et c'est vrai que, du coup, je trouve ça sympa. Et en plus, ça nous permet d'apprendre aussi. Parce que quand tu prépares des sujets que tu connais pas forcément parce que tu les étudies pas au quotidien, bah il faut te renseigner. Il faut lire la bibliographie qui existe. Scientifique, c'est sourcé. Ça sort pas du chapeau. Non. Voilà. et donc ça apporte un bagage quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, ça apporte des connaissances qui, oui, bah, comme tu viens de le dire, enrichissent le quotidien aussi. Et même les interviews, les rencontres qu'on peut faire grâce à ce podcast, les sujets diversifiés, c'est vraiment enrichissant à tout niveau. Et alors moi, je me demande comment tu vois ton avenir ? Parce que là, ta thèse, donc tu es en début deuxième année, milieu deuxième... Milieu. Bon, tu t'as entamé, voilà, ta thèse n'est pas terminée, mais elle le sera dans 1 an et demi. Comment est-ce que... Enfin, quel est le métier idéal dont tu rêves ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Est-ce que tu n'as aucune idée ? Tu sais pas ? Bah, en fait, j'aimerais être enseignante-chercheuse. J'aimerais beaucoup ça, être maître de conf à l'université. Je sais que c'est pas facile, mais j'aimerais vraiment ça. Être en tout cas, tu veux te donner les moyens complètement d'y arriver. Complètement. Les sujets de recherche que je fais, les personnes que je côtoie, font que j'ai envie d'approfondir ça. L'enseignement, j'aime énormément cette partie-là. C'est un métier que je veux faire et qui finalement, quand j'étais en L1 et que je rêvais faire une thèse, c'était vraiment pour être dans un environnement qui va vers ça. Et aujourd'hui, c'est un métier que j'aime et que j'ai plaisir que j'ai vraiment envie de faire. Donc je me dirigerai plutôt vers ça. Après, on verra. J'aimerais aussi continuer beaucoup la vulgarisation scientifique en même temps. Mais ça va de pair en général. Enfin, ça va de pair. Ça fait partie de la mission de l'université. Bah, c'est ça. C'est une des missions de l'enseignement supérieur. Complètement. Diffuser la connaissance qui est collectée dans ces laboratoires et la diffuser à la société, en fait. Donc, complètement. Et c'est vrai qu'il y a des interviews qu'on a pu faire où les chercheurs nous ont dit mais évidemment que je suis d'accord, c'est mon métier. Oui, ça fait partie de ce que je dois faire, de mon devoir, comme tu dis. Tout à fait. Et vu qu'on parle du futur, moi j'aurais une question pour toi, c'est surtout, est-ce que tu as des idées pour la suite ? Que ce soit en termes de manip, de sujets à approfondir, de vulgarisation scientifique. On me dit dans l'oreillette que tu es en train de créer un projet avec la fac de médiation scientifique qui est génial. Alors j'ai déposé un projet. Ouais, je m'emballe un peu. Je m'emballe, mais j'ai trop envie que ce projet se concrétise. Vraiment faire, effectivement. Alors, pour continuer dans la vulgarisation et la médiation scientifique, moi j'aimerais vraiment sensibiliser les enfants à la méthodologie scientifique en passant par l'étude des plantes dans les laboratoires justement de recherche. Et ce que je trouve important, c'est donc leur apprendre l'esprit critique, l'observation, tirer des conclusions d'une observation, tout ce qu'on peut avoir comme méthodologie quand on est scientifique, ne pas se fier à n'importe quoi, enfin observer les choses, écouter ce que l'autre a à dire, comprendre que rien n'est figé, que tout évolue.
et connaissances constamment. aussi, voilà. Et que, en fait, il y a plusieurs sciences. Il n'y a pas que la biologie quand on parle de plantes. Et on peut le voir dans ce podcast. Il y a vraiment toutes les disciplines qui sont impliquées là-dedans et dans la recherche en général, et toutes ont leur importance. Ça aussi, c'est ce que je voudrais leur montrer. Et donc, ça passerait par des ateliers, des interventions dans les écoles, où ils auraient à manipuler, à faire des expériences et à avoir affaire à des chercheurs et des chercheuses tels que nous, qui voilà, en tant que pas modèle dans le sens idéalisé, mais de montrer que oui, c'est possible. Si tu es une petite fille, tu peux devenir chercheuse. Et ça me tient à cœur en plus, ce côté féministe énormément. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer aussi. Je comprends. C'est vraiment chouette et j'espère que ce projet va se concrétiser parce que c'est vraiment un projet que je trouve merveilleux. Et c'est vrai que démarrer la vie avec ce genre de connaissances, c'est important. Donc, je souhaite cette réalisation de projet. Je le souhaite aussi. Et puis, je souhaite que ce podcast aussi continue sur sa lancée parce que je pense qu'on s'épanouit toutes les deux à faire ça. Complètement. Et qu'on a des bons retours, on a de plus en plus d'écoute et merci à vous d'écouter ce podcast. On espère vraiment que ça vous apporte des connaissances, que vous prenez plaisir à nous écouter. Et puis, ça vous montre aussi, cet épisode, que les chemins ne sont pas tout tracés. Quand on voit nos parcours, c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer. C'est sûr. Et que rien n'est forcément déterminé ou défini. Quand on a envie de quelque chose, on a notre place quelque part. Donc il faut la trouver, il faut la faire. Tout à fait. Je suis d'accord complètement avec ce que tu viens de dire. On espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, restez pas plantés là.